Je vais faire les exercices du module 3. J'avance au fur et à mesure. Je suis très fière de moi parce que je suis en train d'achever petit à petit l'objectif de devenir une coach certifiée, coach systémique. Donc, première question, quelle est l'origine principale des difficultés rencontrées par le client? Ce sont les schémas de pensée et les croyances limitantes. Bonne réponse. Comment le coach peut-il aider un client à dépasser la tendance à suranalyser? Ça, c'est typiquement mon profil. Lui demandons de fixer des objectifs en incitant à passer l'action par le micro. Des actions simples. C'est la bonne réponse. Donc, Annie Cartman, quel rôle prend une personne qui essaie constamment de résoudre les problèmes des autres, ce que lui demande de l'aide? Mais c'est le sauveur. Cartman, c'est victime, persécuteur sauveur. Hop, question suivante. En fait, il est important de poser des questions avant de faire de l'aide. Intervenir ou de faire un partage à l'autre. Personne ne se demande de Cartman. Pour s'assurer que l'autre soit réellement de l'aide proposée et d'intention le partage proposé. C'est la bonne réponse. C'est une chose que j'ai appris en travaillant sur moi, c'est qu'en fait, ce n'est pas parce que j'ai la réponse, ce n'est pas parce que je comprends quelque chose que je dois forcément aider quelqu'un. Il faut toujours attendre qu'une personne, en fait, demande de l'aide pour pouvoir l'aider, pour respecter justement sa posture de personne souveraine et complètement autonome. Après, c'est un peu délicat parce que souvent, comme je suis de nature hypersensible, donc souvent j'ai tendance à trop intensifier la souffrance, la douleur, les problèmes des gens, plus que ça n'y paraît. Et donc souvent justement comme j'ai cette peur-là que la personne puisse souffrir, donc j'anticipe un peu trop grandement. Et donc je me permets, en tout cas pendant longtemps ça a été mon schéma, de venir en aide aux gens qui littéralement ne m'ont pas demandé de l'aide. Parce que j'estime mieux que ce qui est bon pour eux. Alors que typiquement, en fait, on a tous droit à l'erreur. On est tous sur Terre pour expérimenter. Je suis bien d'accord qu'il y a souvent des expérimentations qui n'en valent pas la peine. Il y a des expérimentations qui n'en valent pas la peine, mais c'est comme ça. On a tous notre libre arbitre. Et quelque part, être mature, c'est accepter le libre arbitre des autres avec les conséquences qui vont avec, malheureusement. Parce qu'il y a toujours des conséquences lorsqu'on agit d'une certaine façon. Il y a 36 questions, attends, je vais vous montrer. Il y a 36 questions et je suis à la 5e et je suis en train de répondre, donc je vais répondre avec vous là. En quoi l'expertise consciente d'un client sur ses problèmes peut-elle être un obstacle au coaching? Ça peut être un obstacle au coaching parce que elle limite l'ouverture des clients à des solutions nouvelles. Et voilà, c'est la bonne réponse. Alors, question suivante. Pourquoi est-il important pour le coach d'aider le client à découvrir ses ressources inconscientes? C'est important pour le coach d'aider le client à découvrir ses ressources inconscientes pour aider le client à atteindre ses objectifs en utilisant des capacités inexploitées. Oui, les ressources inconscientes, ce sont des capacités inexploitées. En fait, on a ce qu'on appelle l'état ressource, qui est justement cet état mêlé de sentiments, d'émotions, de pensées, qui permettent à se connecter à l'état désiré. Et par définition, lorsqu'on vient voir un coach, c'est parce que la personne est dans un état problème. Donc, on a l'état problème, état désiré, et au milieu, on a l'état ressource qui permet de faire le pont entre l'état problème et l'état désiré. Et donc, la question sur l'état ressource, donc, pour être directement coach de document, c'est ressources inconscientes, c'est pour aider à atteindre des objectifs en utilisant les capacités inexploitées. C'est la réponse à la question suivante. J'ai aussi fait l'apprentissage avec moi. Pourquoi pas? Je vais faire l'apprentissage avec moi. Ça avance tout doucement. Je pense que j'aurai la première certification avant l'été de cette année, ou même un peu après, parce que j'ai bien envie de redoubler, dans le sens où j'ai envie de refaire une deuxième fois la formation. Quand j'étais plus jeune, j'avais la crainte du redoublement. Maintenant, en grandissant, je me rends compte que le but, c'est pas de valider. En fait, le but, c'est pas de valider et d'aller vite. Le but, c'est de comprendre. Et pendant longtemps, je ne savais pas que
emmagasiner de la connaissance, c'est pas dans le but d'être la meilleure, c'est pas le but d'avoir une bonne note, mais c'est dans le but de comprendre en fait. Par exemple là, pendant longtemps, ce genre de quiz-là aurait été une source de stress pour moi parce que je me disais, ah non, là par exemple, j'ai 7 bonnes réponses sur 7. Si je passe à la question suivante, il y a le risque que je perde mon classement, etc. C'était ça mes problématiques avant quand j'étais face à la connaissance. Maintenant, j'ai toujours cette problématique-là parce que je suis de nature quand même... j'ai ce côté perfectionniste de faire toujours 5 sur 5, etc. Mais je comprends davantage que c'est plus intéressant de comprendre ce que tu fais, parce que c'est même en comprenant que naturellement tu donneras des bonnes réponses. Par exemple là, depuis tout à l'heure, je n'ai que de bonnes réponses parce que je comprends ce que je fais. Alors qu'avant, ma première approche n'était pas de comprendre, mais c'était de gagner. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, question 7. Pourquoi est-il crucial pour un client d'avoir une vision claire de son objectif? C'est quoi l'objectif? Il est crucial pour un client d'avoir une vision claire de son objectif. Pourquoi? Pour cela, il faut se réfléchir sur comment ça va s'effectuer sur la ton objectif. Oui, c'est en ayant une vision claire de son objectif que on met en place des actions concrètes à ton objectif. Bonne réponse. Question 8. Comment le coach peut-il renforcer l'engagement d'un client envers son objectif? Comment le coach peut-il renforcer l'engagement d'un client envers son objectif? En ayant justifié l'objectif logiquement et éventuellement, en ne demandant pas pour ce bénéfice, en se concentrant comme sur l'étape finale de l'objectif, en évitant les aspects émotionnels pour rester rationnellement, justement. Très souvent, quand on atteint des objectifs, on a tendance à croire que c'est juste le côté rationnel et logique qui va faire, qui doit prendre, qui doit avoir la priorité. Mais en fait, c'est important de mêler toutes les différentes parties du cerveau. Dans le cerveau humain, dans la partie rationnelle, la partie logique, la partie instinctive, la partie cognitive, la partie émotionnelle, le cerveau logique. Et en fait, pour mieux atteindre son objectif de façon fluide, c'est intéressant de savoir combiner toutes ces composantes-là. Donc c'est pas juste une question logique, c'est pas juste une question de rationalité, c'est aussi une question d'émotion. Il faut savoir combiner à ce côté de rationalité l'objectif atteint, cet élan émotionnel qui donne envie de passer à l'action. Donc avant de penser, on doit justifier l'objectif logiquement et émotionnellement. Et c'est la bonne réponse. Car un objectif clair et motivant doit être justifié logiquement et émotionnellement pour que le client mobilise toutes les ressources vers son atteinte. Question 9. Pourquoi est-il important pour un coach de donner un client reconnaître et mobiliser ses ressources? Pourquoi est-il important pour un coach de donner un client reconnaître et mobiliser ses ressources? Progresser vers ses objectifs. Je vais vous placer là, mais je vais continuer ma révision. Hop. Certainement, je mettrai en accéléré. Désolée pour mon visage enflé, je viens de me réveiller. Quand je me réveille, j'ai toujours le visage enflé à cause de la rétention d'eau. Comment un changement d'état vers un état plus adapté peut-il influencer les résultats du client? Je suis à 17 sur 36. Je ne sais pas si vous voyez.
Pourquoi est-il important pour un client de dissocier son identité de ses comportements? Ton identité n'est pas ton comportement. Tes comportements ne sont pas ton identité. C'est pas parce que tu agis d'une certaine façon que c'est toi. Cela permet de voir les comportements comme temporaires et modifiables. J'ai toujours intuitionné tout ça. C'est pourquoi je pense que je suis vraiment sur la bonne voie, parce que je suis en train d'apprendre de façon théorique ce que j'ai toujours intuitionné, ce que j'ai toujours su de façon inconsciente, et ce qui m'a permis de plus ou moins naviguer. Comment le langage peut-il influencer la perception de soi d'un client? Petite parenthèse spirituelle. Vous savez que j'ai aussi une appétence pour ce côté-là, mais sous l'angle chrétien, parce que j'ai fait le choix de devenir chrétienne. Pour reconnaître une personne qui n'est pas simple, c'est la volonté d'avancer face cachée, visage masqué. Ce n'est pas sain, même psychologiquement, d'avoir ce besoin d'avancer masqué. Si autour de vous, il y a des personnes qui aiment avancer masqué, qui n'aiment pas toujours qu'on dévoile leurs plans, etc., qui ont comme cette phobie, cette crainte d'être à découvert, il faut savoir que soit c'est une personne qui était victime d'abus, c'est-à-dire donc elle est en mode hyper-vigilance, ne vous mêlez pas de mes affaires, laissez-moi dans mon coin, ou alors c'est une personne qui n'est pas simple. Fermons la parenthèse spirituelle. Donc, question suivante. Oui, voilà, en fait, c'est ça le cerveau d'hypersensible, c'est que tu fais quelque chose et une autre pensée te vient à l'esprit. C'est ça ma réalité de personne hypersensible cognitive, et je sais que je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de personnes comme ça qui, en fait, quand elles font une tâche, elles ont des intuitions, elles ont des éclairs de génie sur un autre sujet qui n'a rien à voir. C'est pourquoi en tant que personne hypersensible, c'est vraiment intéressant, c'est pertinent de multiplier les tâches. Multiplier les tâches, diversifiez-vous, explorez. Mettez à rude épreuve votre hypersensibilité pour l'aiguiser, pour quitter ce côté un peu trop sensiblerie, toujours à fleur de peau, toujours en train de pleurer, toujours en train d'avoir le cœur qui palpite, mais en fait, monter d'une octave, n'est-ce pas, votre hypersensibilité pour affiner vos intuitions, pour comprendre des choses et pour mieux servir le monde. Parce que moi, je pars du principe que le but sur Terre, c'est pas juste d'avoir des activités tournées vers notre propre plaisir uniquement. Oui, c'est intéressant de vivre du plaisir, mais c'est pas uniquement de nous vers nous. Je pense, en tout cas j'adhère à l'idée que le but de l'homme sur Terre, c'est de servir l'humanité. C'est de servir ses frères et sœurs, c'est de servir sa famille. En fait, c'est de faire monter d'un niveau, un niveau de plus, c'est de faire monter d'un niveau la direction que prend la civilisation. Bon, j'en reviens à mes cours. Juste la question 25 sur 36, il m'en reste 11. Comment un coach peut-il aider son client à éviter les obstacles au flot liés à ses contraintes de temps? Quand on parle de temps, il faut savoir diviser les tâches. En clarifiant les objectifs et en décomposant les tâches en étapes plus gérables.
Smart, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporaire. C'est ça, le T, c'est temporaire, non? 36e question, la dernière. Hop. Pourquoi est-il important d'impliquer toutes les parties du cerveau dans la fixation d'un objectif? Pour garantir que chaque partie du cerveau est alignée et éviter les résistances internes. Parce que le cerveau reptilien est le seul à influencer tout le système. Parce que la motivation suffit à atteindre l'objectif, pour remplacer les mécanismes de défense par des actions concrètes. C'est la question 1. Et c'est la bonne. Voir les résultats. J'ai 35 sur 36 correct. J'ai fait une erreur. Pas mal. Du coup, je vais refaire le cours, je vais relire, je vais réécouter et reprendre mes notes. Et voilà.